Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du live de la télé du salon. Pour ce deuxième épisode de cette saison, je reçois deux autrices que l'on ne présente plus, Clémentine Beauvais et Magali Lehuche. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Bonsoir. Je vais vous présenter quand même. Clémentine Beauvais, vous êtes une figure incontournable de la scène de la littérature jeunesse. On vous doit notamment Songe à la douceur, La Pouilleuse ou plus récemment Les Facétieuses aux éditions Sarbacane. Magali Lehuche, vous êtes illustratrice, autrice de BD. Il y a 2 ans, vous aviez reçu la pépite BD pour votre bande dessinée Nowhere Girl. Et on vous a réunis ce soir autour des Petites Reines, donc votre roman de 2015, Clémentine Beauvais, que vous adaptez cette année, Magali Lehuche, en bande dessinée. Alors les Petites Reines, ce sont 3 ados dont le physique ingrat leur vaut d'être sacrés boudins d'or, d'argent et de bronze sur les réseaux sociaux et qui décident de se rendre à vélo à Paris. Mais attention, elles ne font pas ça pour faire un régime ou découvrir ce que le sport peut améliorer à leur silhouette. Elles ont des raisons beaucoup plus intéressantes de se lancer dans cette entreprise. Alors Clémentine Beauvais, ce livre aborde des thèmes graves comme le harcèlement scolaire, le handicap. Et pour autant, on rit vraiment de bout en bout. Cette légèreté, c'était quelque chose d'important pour vous ? Oui, c'était vraiment un souhait dès le début de l'écriture du bouquin. Je voulais vraiment écrire un livre qui ne soit pas plombant. C'était une période où il y avait des romans assez sombres. C'était aussi une période sombre, 2015, de rien que l'année, ça fait un peu trembler quand on y repense. Et moi, j'avais envie vraiment d'écrire quelque chose de léger, d'ensoleillé. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je l'ai mis dans un endroit, Bourg-en-Bresse, qui est l'endroit d'où vient la famille de ma mère, que j'associe à des choses comme bien manger, bien s'amuser, être en famille, etc. Donc l'idée, c'était vraiment de faire quelque chose de drôle et de pas moralisateur à partir d'un thème pas super gai, le harcèlement et surtout le cyberharcèlement. Et alors, ce livre déjoue, je trouve, énormément d'attentes, et notamment sur le rapport au corps, qui est notre thème du salon cette année. On s'attend à plusieurs moments dans le livre à avoir cette scène où l'intello mal dans sa peau enlève ses lunettes et se révèle aussi belle qu'une princesse Disney. En fait, c'est pas du tout ce qui se passe. Quand les 3 boudins vont au bal, elles restent, je vous cite, 3 boudins en robe de bal. Vous aviez envie spécialement d'envoyer valser un peu ce cliché-là ? Oui, d'ailleurs, ça va être le passage de la lecture dessinée de tout à l'heure, justement. Mais oui, c'était très important pour moi de ne pas arriver à un moment tel que celui qui avait trahi la confiance de nombreuses jeunes lectrices, peut-être vous aussi, le moment où Hermione Granger, dans le 4e Harry Potter, se fait raccourcir les dents, façon de se faire de la chirurgie esthétique magique auprès de l'infirmière de Poudlard, et se retrouve miraculeusement la plus ravissante jeune femme du bal de Noël, alors qu'elle était auparavant juste normale avec des grandes dents. C'est-à-dire comme nous toutes complexées et timides qui nous identifions avec Hermione Granger pouvions le souhaiter, et tout à coup elle nous a trahis. Et moi, je traumatisée par cet événement de jeunesse, j'ai voulu ne pas le reproduire et ne pas l'infliger ainsi aux jeunes lectrices. En effet, je pense que c'est une trahison que beaucoup de gens ont ressentie, y compris aussi quand Emma Watson a été choisie pour jouer Hermione. Et d'ailleurs, je crois que des jeunes lectrices vous ont écrit pour vous dire que si vous adaptiez le livre en film, il ne fallait pas que les actrices soient trop belles. Vous, Magali Lehuche, dans un sens, vous avez dû relever ce défi au moment de les dessiner, ces 3 jeunes filles. Et effectivement, vous arrivez à ce qu'elles soient fidèles à la description du livre et en même temps extrêmement attachantes. Comment vous avez travaillé à ça ? Alors en fait, moi je voulais qu'on puisse se reconnaître. Enfin, moi je me suis complètement reconnue dans Astrid, par exemple. Enfin, qu'elle soit pas exagérément laide, parce que ça serait caricatural et absurde, parce que personne n'est exagérément laid. Enfin, je veux dire, ça, c'est pas vrai. Enfin, voilà, j'avais envie qu'il y ait quelque chose d'absolument reconnaissable dans toutes. Et de les rendre attachantes, humaines, et qu'on puisse se reconnaître, quoi. Voilà. Enfin, voilà, moi c'est comme ça que j'ai travaillé le personnage. Puis j'ai assez vite visualisé en fait Mireille, Astrid, Akima. Enfin, c'est venu assez rapidement dans mon. Est-ce que vous avez posé des questions à Clémentine en réfléchissant au dessin ? J'ai posé des questions à Clémentine, tout à fait, surtout en ce qui concerne les lieux. Parce que j'avais envie d'être très juste et fidèle sur les endroits géographiques. Par exemple, je me souviens, je t'avais demandé est-ce que pour aller au marché de Bourg-en-Bresse, est-ce qu'il faut passer par cette rue ? Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse, ah oui, c'est vrai. Bourg-en-Bresse. Et donc, parce que je l'ai fait passer par une rue, je voulais que ça soit crédible. Enfin, voilà, c'est ce genre de petites questions. Et puis après, on a échangé de manière assez naturelle.
Et est-ce que vous avez beaucoup réfléchi au moment de l'adaptation? Parce que forcément, c'est un peu plus court ce qu'on peut mettre dans une bande dessinée de 150 pages que dans un roman de presque 300 pages. Donc, est-ce que c'est allé assez naturellement pour vous, la sélection des passages, ou est-ce que vous avez eu un peu des dilemmes? J'ai pas eu trop de dilemmes. Il y a eu des moments où assez naturellement, je me suis dit ça, il faut, c'est vraiment bien dans le roman, ça n'aurait pas d'intérêt en image, ou ça va rallonger le récit de la bande dessinée. Voilà, j'ai pas eu trop d'hésitation. Quand j'en ai eu, on en a parlé. Et, il y a eu notamment un passage avec au château de la vieille dame qui raconte son passé avec sa sœur qui a été tondue. Enfin, tout ça, je trouvais ça vraiment hyper beau, important, et en même temps, ça, voilà, j'ai du mal à pas la mettre. Enfin, en tout cas, j'ai dû la raccourcir. Mais ça faisait une autre histoire dans l'histoire pour la bande dessinée, quoi. Enfin, voilà, c'était ce genre de petites questions que je me suis posées, mais il n'y en a pas eu tant, en fait. Et alors, vous disiez que vous vous étiez identifié à Astrid dans votre roman graphique bande dessinée Nowhere Girl. Vous racontez votre propre passion pour les Beatles adolescentes. Astrid, elle est fan d'Indochine. Est-ce que c'est pour ça que vous vous êtes identifié à elle? Oui, mais même ce petit côté un peu timide et en même temps un peu rentre dedans. Enfin, c'est une fausse timide, je pense, Astrid, un peu guidée par Mireille, portée un peu par Mireille, mais oui, et puis ce côté un peu obsession avec un groupe de musique, forcément, je me suis reconnue en ça, et ça me l'a rendue attachante, ouais. Et alors, il y a une playlist, Clémentine Beauvais, au début du livre, une bande-son. La musique, c'est quelque chose, une influence quand vous écrivez? Honnêtement, ça dépend des projets. La bande-son, c'est la collection qui le veut. C'est-à-dire que mon éditeur, Thibaut Bérard, pour cette collection, il exigeait qu'au début de chaque roman, il y ait une bande-son. Et pour moi, c'est toujours un peu ambivalent, parce qu'il y a des livres qui sont très inspirés par des musiques et d'autres pas du tout. Et Les Petites Reines, c'était la deuxième fois que je faisais ça. Évidemment, il me semble qu'il y a du Indochine, mais souvent, je fais des petites blagues aussi avec les bandes-son. J'essaie de trouver des manières que, même si on lit la bande-son sans écouter la musique, rien que dans les titres, on se doute déjà un petit peu de ce qui va venir. Et en côté littérature, est-ce qu'il y a des auteurs ou autrices qui vous inspirent? Est-ce que ceux que vous lisiez adolescentes sont encore ceux qui vous inspirent aujourd'hui, ou pas du tout? Ça dépend vraiment des projets. Là, pour moi, Les Petites Reines, il est très inspiré, je pense, même si je ne me rendais pas forcément compte à l'époque, d'une série que je lisais tout le temps à l'époque, qui était le journal intime de Georgia Nicholson, de Louise Renison, qui était vraiment un génie de la littérature ado anglaise. Et vraiment, j'adorais cette série. C'était très drôle et très irrévérencieux. Et puis voilà. Puis pour les autres projets, ça dépend. Parfois, ça peut être inspiré par des œuvres adultes, parfois pas inspiré spécialement par d'autres choses. Mais Les Petites Reines, je pense qu'il y a vraiment l'univers de Louise Renison dedans. Et de votre côté, Magali Lehuche, quelles sont vos influences en dessin? Alors moi, j'adorais Agrippine quand j'étais petite, et Claire Bretéché. C'était une BD qui traînait, qui était tout le temps sur la table du salon de mes parents, entre Topor et Ciné. Je me souviens qu'il y avait et Sampé, évidemment. Mais j'étais très fascinée par Agrippine, parce que ça représentait aussi un monde d'adultes que je ne comprenais pas, et en même temps que je connaissais, sans rien comprendre vraiment, mais j'aimais bien ce côté un peu cracra et en même temps drôle. Enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose que j'adorais. Et puis, évidemment, Tom Tom et Nana, j'étais abonnée à J'aime lire, et je commençais d'abord par les Tom Tom et Nana. J'adorais, je m'identifiais complètement. Et ce petit côté cracra aussi que j'avais besoin, en fait, je crois, d'imperfection. Voilà. Alors, vous parliez des lectrices qui réagissaient à vos ouvrages, qui vous envoyaient des messages. Clémentine Beauvais, est-ce que vous savez si vous avez aussi, en particulier pour ce livre-là, des lecteurs garçons? Alors je le sais parce que je reçois un type de message très particulier qui est toujours le même et qui commence toujours par « Chère Madame Beauvais, je n'avais aucune intention de lire votre livre, mais ma prof de français m'a obligée. Et finalement, je l'ai bien aimé, donc je me suis dit que j'allais vous écrire une lettre. » C'est toujours la même lettre. Pour Les Petites Reines, c'est vraiment toujours comme ça, quoi. Il faut d'abord bien expliquer que non, franchement, on l'aurait pas pris exprès, quoi. Mais oui, bien sûr qu'il y a des lecteurs des Petites Reines. Je les salue s'ils me regardent. Salut, lecteurs des Petites Reines. Vous n'êtes pas obligé d'être forcé par votre prof de français. Vous pouvez aussi l'avoir récupéré tout seul au CDI.
Et vous, Magali Lehuche, bon là, Les Petites Reines, la version bande dessinée est sortie récemment, mais par exemple pour Nowhere Girl, qui traitait aussi du mal-être adolescent du point de vue d'une jeune fille, est-ce que vous savez s'il y a des garçons qui le lisent? Ah oui, alors j'ai bien sûr, et j'ai même eu une fois en rencontre, c'était hyper touchant, un grand garçon qui devait avoir 15 ans, et c'était une rencontre avec beaucoup d'ados et d'enfants, et qui a attendu la fin de la séance. En fait, c'était vraiment, ça m'a bouleversée. Et à la fin, il est venu me voir et il était en larmes en fait pour me dire, ben voilà, je me suis complètement reconnue parce que moi aussi, je suis en souffrance. Enfin, il était en larmes et j'ai trouvé ça hyper courageux et assez étonnant. Je m'attendais pas à ça. Enfin voilà, donc Et l'une et l'autre, quand vous écrivez, vous écrivez spontanément pour les deux genres? Mais en fait, moi, cette question, pour moi, dans Les Petites Reines, d'accord, il y a 3 filles, mais déjà, rien n'interdit de s'identifier à une fille. C'est simplement que culturellement et littérairement, malheureusement, c'est pas souvent ce qui se passe. Mais il y a aussi un jeune garçon, Kader, et puis bon, l'histoire en général de trouver quelque chose de gai ou de joyeux, malgré, entre guillemets, l'adversité, ça me paraît très universel. Bah, comme dans Nowhere Girl. Enfin, Nowhere Girl, ça pourrait tout à fait être Nowhere Boy de complètement, devenir fan des Beatles. Oui, bah oui, parce que je parle de moi, que je suis une fille, mais il n'y avait pas forcément l'envie de parler de filles absolument. Merci beaucoup Magali Lehuche et Clémentine Beauvais. On va assister tout de suite à une lecture dessinée donc des Petites Reines. Mais d'abord, on se rend en cuisine où on va retrouver l'auteur toulousain Benoît Sévérac qui va nous donner sa recette pour un bon polar jeunesse. Alors, mes ingrédients pour faire un roman sont une antenne, un ballon gonflable et un stéthoscope. Mon premier ingrédient est une antenne, ou plutôt des antennes, parce que je pense qu'un auteur doit déployer ses antennes en permanence, de façon à ne rien rater de ce qui se passe autour de lui. Parce que je dois me mettre dans cette position de celui qui est sur le qui-vive et qui regarde les choses en se disant « Attention, tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, tout ce que tu ressens peut servir pour un personnage, pour un début de scène, pourquoi pas une idée de roman. » Enfin, je pense que souvent, il faut être proactif aussi. Il faut créer aussi les moments où on va aller chercher cette inspiration. Ça implique de voyager. Donc, j'ai amené un billet d'avion, même si c'est mieux de voyager en train, évidemment, aujourd'hui. Je pense notamment aux Sœurs Lakota, mon dernier roman paru aux éditions Syros. Les Oglala Lakota, c'est une tribu amérindienne du Dakota du Sud. Et évidemment que j'ai dû faire des voyages là-bas, j'ai dû aller à leur rencontre, j'ai dû y aller plusieurs fois de façon à ramener des impressions, ramener des choses nuancées, ramener du vécu réaliste. Un roman, c'est ça aussi. Un roman, c'est à chaque fois, ça me rend un peu moins bête finalement, parce que je reviens un peu plus riche d'expériences humaines. Et je pense que l'ingrédient qui consiste à aller vers l'autre ou à être tout le temps sur le qui-vive, prêt à absorber quelque chose de nouveau, ça amène ça aussi, ça amène une transformation intérieure. Mon deuxième ingrédient est un ballon gonflable qui symbolise la bulle dans laquelle l'auteur doit essayer de rentrer quand il se met à écrire. Alors, moi, j'ai cette capacité, à partir du moment où j'ai assez de temps devant moi, on va dire 1 heure devant moi, quel que soit l'endroit, que ce soit un train, un avion, un café, j'arrive à rentrer dans ma bulle. J'ai des petits trucs. En général, j'utilise beaucoup mes boules qui-ess. J'ai toujours des boules qui-ess sur moi. L'autre outil qui est plus symbolique, mais c'est un peu comme un doudou, un petit peu, c'est mon bonnet. J'utilise mon bonnet, quel que soit le temps, pour quand j'ai du mal aussi à oublier un petit peu ce qui se passe autour de moi, ou même quand je veux signifier aussi que je suis dans ma bulle, il ne faut pas m'embêter, je mets mon bonnet. C'est idiot, ça sert à rien, je sais que ça n'a aucune vertu physique, mais moi, ça m'extrait de tout ça. Alors c'est vrai que ces 2 ingrédients, ou en tout cas ces 2 techniques, d'une part l'ouverture à l'autre, au monde et à ce qui se passe autour de nous, et d'autre part la fermeture, sont 2 étapes non pas incompatibles, mais vraiment très très séparées de l'écriture. Elles sont aussi nécessaires l'une que l'autre. L'une nourrit l'autre, d'une part, mais également, ce qui est justement un des plaisirs de l'écriture, c'est de passer de l'une à l'autre. Mon troisième ingrédient est un stéthoscope. Alors, le stéthoscope, évidemment, là, aucune utilisation médicale, c'est purement introspectif. L'idée, c'est de s'écouter soi,
Il s'agit de savoir aussi travailler sur ses failles, sur ses souvenirs propres. Certes, on s'inspire de tas de choses qui viennent d'ailleurs, mais il faut aussi savoir plonger en soi, dans son enfance, dans son adolescence, essayer d'aller puiser des souvenirs, surtout quand on écrit en littérature ado, comme moi. Je pense que j'écris pas tellement pour les ados d'aujourd'hui, j'écris beaucoup à l'ado que j'ai été. Tout ça, c'est bien beau, mais ça n'est pas très utile s'il n'y a pas énormément de travail. Écrire, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'abnégation, ça peut prendre des années pour écrire un roman. Il faut être capable d'être très critique envers soi-même, d'être très rigoureux, de corriger énormément, de revenir dessus, remettre l'ouvrage sur le métier. En conclusion, c'est en écrivant qu'on devient écrivain. Et revoici Magali Lehuche et Clémentine Beauvais pour une lecture dessinée des Petites Reines. Alors juste un peu de contexte pour cette lecture dessinée, on a nos 3 filles Mireille, Astrid, Akima et Kader qui viennent d'arriver à Cluny où ils sont pris à partie par Blondie, Colline et Gab qui veulent les incruster au bal de leur école. Non, 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 pipe Akima. Maman ne veut pas que j'aille dans les rave parties. Hein, Kader? Oui, bien sûr, c'est hors de question, marmonne le soleil, qui n'a plus du tout l'air si sûr que ça. Et qu'est-ce qu'on y gagnerait, nous? Demandai-je. On n'aime pas le champagne. Moi, j'aime bien le champagne, murmure Astrid. Qu'est-ce qu'on y gagnerait? Rigole Gab. Elle demande ce qu'elle y gagnerait. Mais Mireille, c'est bien ça? Mais voyons Mireille. Il me pose une main sur l'épaule. Mais vous allez vous éclater. En quelques minutes, le pick-up est transformé en cabine d'essayage par Colline, notre marraine la bonne fée, qui chérit gaiement ses robes, ses brosses, son maquillage, ses aiguilles et ses bijoux. Akima entre la première, avec la mine de quelqu'un qui va se faire arracher les dents de sagesse sans anesthésie. Nous, pendant que le charme opère, on part en repérage avec Gab et Blondie de l'entrée du souterrain médiéval marqué d'une chaise de jardin. « Voilà la clé de la porte, » dit Gab. Le souterrain débouche près de la bibliothèque. Tout le monde sait très bien qu'il est là, donc il y aura des gens à l'intérieur qui feront le guet près de l'embouchure. On les distraira avec des pétards. Dès que vous entendez des explosions, vous courez vous cacher sous les tentures rouges qui pendent à l'escalier. Ensuite, vous attendez. On viendra vous chercher. Colline sort la tête à ce moment et appelle Astrid, qui retourne vers le pick-up. Moi. Mais une fois à l'intérieur, on se fera repérer direct, on est beaucoup plus jeune que tout le monde. Personne ne fera attention. On évitera juste les gardiens, ne vous faites pas remarquer et tout ira bien. Réapparition de Colline, et c'est à mon tour. Alors j'y vais. Le pick-up est complètement transformé. Le frigo sert de table à maquillage. Des myriades d'aiguilles et d'épingles jonchent le sol. Ma robe attend, bleu tendre, drapée sur les pots de sauce de boudin. Allez, enfile-la vite. Elle est trop longue. Évidemment, on va la raccourcir. Il faudra se contenter d'épingles à nourrice. Ça va pas être du grand art, mais ça passera. Et les chaussures? Garde tes baskets, on les verra pas sous ta robe longue et puis, au cas où il faudrait courir. Elle me fait un clin d'œil et s'occupe de mes cheveux, qui sont notoirement inintéressants. Couleur ramusquée, plat, sec. En m'arrachant une bonne moitié du crâne, elle parvient à les ramasser sur le dessus pour y piquer des barrettes que je vois étinceler par dizaines entre ses doigts. Elle me farde ensuite généreusement la tronche et va jusqu'à me peigner les cils, exercice dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Finito, va retrouver tes copines. Elles sont où? Aux toilettes du musée, tu vas pas les reconnaître. L'abbaye de Cluny, qui est aussi une école, est en effet également un musée, bien que toute visite soit impossible ce jour-ci pour cause de bal. La boutique, en revanche, est ouverte, ainsi que les toilettes attenantes. Quelques touristes en tongs et en short m'observent avec intérêt. Un père déclare à sa gamine « Tu vois, c'est l'une des jeunes filles qui vont au bal ce soir. » « Mais non, Gaëtan, lui souffle sa femme, elle est beaucoup trop jeune pour être étudiante ici. »« C'est peut-être la copine d'un étudiant, » répond Gaëtan. La copine d'un étudiant. Le brave homme considère donc qu'il est de l'ordre du possible que je sois la copine d'un étudiant. Cœur battant et le visage enflammé, je me réfugie dans les toilettes où Akima et Astrid, plantées devant une gigantesque glace qui va du sol au plafond, se mirent avec hébétude. « Ah, c'est... » commençais-je. Mais aussitôt, je perds mes mots. Qui sont-elles? Devant nous, dans l'immense miroir étincelant, nous toisent 3 jeunes filles inconnues. Mais qui sont-elles? Une blonde vaporeuse, aux courbes généreuses, vêtue d'une élégante robe bustier jaune d'œuf qui s'harmonise à merveille avec son teint de rose. Astrid, Astrid, c'est vraiment toi? Une petite brune, mutine, dont la robe à col bateau, parme, moirée, ondoie telle une anémone à chaque mouvement. Akima, Akima, c'est toi?
Et cette jeune fille fière, aux cheveux retenus par des barrettes diamantées, enrubannée dans sa robe bleu tendre, plissée comme une toge qui allonge ses jambes à l'infini et souligne sa jolie taille, c'est moi. Mais non, je déconne. On ressemble exactement à ce qu'on est. 3 boudins habillés de robes de bal synthétiques et maquillés comme des voitures volées. Astrid et moi ressemblons, en plus dodu, à Javotte et Anastasie dans la version Disney de Cendrillon. Akima a l'air d'un petit pruneau en robe de jambon fumé. On reste silencieuse un moment. Et puis on n'y tient plus. On éclate de rire, on se plie de rire. Un rire qui monte du fond de nos ventres grassouillets, qui secoue nos bijoux, nos cheveux et nos robes, qui nous force à nous adosser au lavabo. Un rire qui donne envie de faire pipi, un rire immense, libérateur, extatique, nouveau, grandiose, aussi immense, libérateur, extatique, nouveau et grandiose que le bal, qui nous ouvre ses portes et bientôt nous avale. Blondie, Colline et Gab n'avaient pas menti. Le bal est un ahurissement. Accrochés l'une à l'autre comme 3 canetons qui ont peur de se perdre, on passe de salle en salle, hypnotisés. Chaque salle, nous explique Gab, a été décorée par une promo. Une promo comme par exemple promo sur les fruits et légumes, demande Akima. Non, une promo c'est une année d'étudiants. Comme si chaque classe de 5e de Marie Dariussec décorait une salle du collège, explique Astrid. Ah d'accord. Déjà, on enlèverait tous les posters sur l'avortement, la drogue et l'alcool parce que c'est déprimant, réfléchit Akima à voix haute. Tenez, regardez, ça c'est la promo de Gab, dit fièrement Colline en nous faisant pénétrer au détour d'une porte dans une sorte d'enfer glacé. Le thème, c'était Titanic, explique Gab. Des stalactites pendent au plafond, quelques-unes réelles, la plupart en plastique, et lâchent des gouttes d'eau sur notre tête. En guise de bar, un mur de glace, et dans chaque crevasse, des bouteilles. En sono, un concert de vagues et de hurlements d'effroi fait marrer les flâneurs qui essayent des gilets de sauvetage laissés à disposition. Des violonistes jouent des airs très tristes et on entend parfois des cornes de brume. C'est du meilleur goût, fais-je remarquer. Toujours, rigole Gab. On s'installe dans une chaloupe aménagée avec sa petite table de bar. Colline revient avec 2 verres de Kir Royal pour elle et Gab et 3 cocktails sans alcool pour mes boudinettes et moi. Akima sirote le sien avec l'air de soupçonner vaguement qu'on lui ait quand même refilé du poison. Elle grogne. « Mais il est où, Kader ?» Pas de raison de s'inquiéter, apparemment. Le soleil débarque, en veste de costard impeccable, joyeusement poussé par Blondie, qui l'a fait entrer en disant « C'est mon nouveau copain, je sais qu'il n'a pas de ticket, mais enfin, il est handicapé. Vous allez bien le laisser entrer, non ?» Il siffle en nous voyant. « Ravissante, on dirait des actrices d'Hollywood, Mireille. Ça te va très bien, cette coiffure ?» réponds-je, improvisant divers sons bizarres. La dite coiffure dégage mes oreilles, qu'on doit donc voir parfaitement virer au violacé. Le soleil décline le verre de Kir Royal que lui propose Blondie et boit calmement un coca pendant qu'elle vide son cocktail en quelques minutes. « Tu t'es changé où, Kader ?» demande Akima. « Oh, juste là, dans une chambre. »« Dans la chambre de Blondie ?» Il boit son verre au lieu de répondre, avec un petit sourire que je voudrais pouvoir passer au rayon X. « Incroyable cette fête, dit-il, mi-amusé, mi-choqué. Vous faites ça tous les ans ? » Tous les ans, faut bien célébrer la fin de l'année avec tout ce qu'on a bossé. Le soleil hoche la tête, mais moi je sais ce qu'il pense. Il pense que chez eux, dans l'armée, on ne célèbre pas la fin de l'année avec des balles, alors qu'il y a eu encore 50, 60 soldats morts en Galéristan récemment, sans compter le bas de son corps à lui. Et il pense aussi au fait que Barack Obama, qui a promis, juré, craché que cette fois, elle retirerait les troupes, préfère en fin de compte ne pas le faire pour le moment. Tout ça parce que le président américain ne serait pas content, you understand ? Je me demande si ça embête Klaus von Strudel que sa femme laisse mourir des tas d'hommes en Galéristan à cause du président américain. Tiens, ça faisait longtemps que je n'avais pas pensé à Klaus. On se promène, on change de salle et d'atmosphère. Une jungle dans celle-ci, une plage dans celle-là, et couloir après couloir et salle après salle. On se sert généreusement en paella, en huîtres, en fromage, en gâteau et en alcool aussi. J'essaye une sangria, juste pour voir, dans la salle où on danse du flamenco. J'essaye une caipirinha, juste pour voir, dans la salle où on danse la salsa. On se balade encore entre les crinolines, mais qui porte encore des crinolines ? Et les queues de pie, mais qui porte encore des queues de pie ? Et les uniformes de l'école. Soudain, Blondie avise une grande salle décorée façon Versailles où on joue des valses élégantes et... « Kader, tu danses avec moi ?» Bien sûr que non. C'était pas une question. Ah, en effet, apparemment il danse. Avec Blondie, il danse. On ne fait pas que jouer au basket paralympique avec ce fauteuil roulant, semble-t-il. On peut aussi effectivement effectuer un semblant de valse. Enfin, du moment qu'il y a une grande blonde à faire tourner satellitaire autour de son chariot astral. « Astrid, Mireille, il danse, murmura Akima. « Il faudra absolument que je raconte ça à Jamal, et à maman, et à papa, et aux cousins, et aux cousines. Ok, viens, on se tire. » Pourquoi, Mireille ? J'ai tellement envie d'aller voir la salle tout là-bas, elle a l'air terrible.
La salle tout là-bas, qui a l'air terrible et dans laquelle je me jette complètement au hasard, est une salle de karaoké, où un gros bonhomme tente de chanter un tube d'Avril Lavigne. On s'assoit et on applaudit bien fort, surtout moi, parce que les 2 cocktails commencent à faire effet. On dit « Bravo à Jean-François !» lance l'animateur du karaoké. Moi, sauf erreur. « You, bravo Jean-François !» Mireille, t'es saoul? Ça va pas, mythomane scandinave saoul? Puis quoi encore? Jean-François, une autre. Jean-François semble assez étonné de se faire alpaguer par la demi-sœur de Cendrillon, mais il répond par un sourire niais. Ça y est, on s'est fait repérer. Ah, mais nous avons un trio là-bas, déclare l'animateur. Elles vont bien nous chanter un petit quelque chose, non? Les Spice Girls, par exemple. Hors de question, mon pote, hurlai-je, il me semble. Je chante presque aussi mal que Jean-François. Moi, je connais pas de chanson, chuchote Akima. Et toi au milieu, tu nous chantes quelque chose? Il faut à Astrid environ 2 siècles pour s'apercevoir qu'on s'adresse à elle. Moi? Oui, toi, crie tout le monde, y compris moi, je crois. Répond Astrid. Je sais pas, vous avez Indochine? Elle me demande si on a Indochine, rigole l'animateur. Mais bien sûr qu'on a Indochine, ma chérie. Qu'est-ce qu'il te faut comme morceau? Mais, balbutie Astrid, mais n'importe quoi. Alors c'est parti, crie l'animateur. En scène, jeune fille. Allez, Astrid, vocifère quelqu'un qui se trouve être moi. Tu vas tout déchirer. Elle s'avance, atteinte de la tremblante du mouton, d'immenses auréoles de sueur s'épanouissant sous ses aisselles. Astrid, Astrid, scande la foule. Ça y est, elle est en scène, terrifiée, pétrifiée, muette. Viennent les toutes premières notes, et là, elle chope le micro. Tourne-toi vers l'écran, lui dit l'animateur, sinon tu verras pas les paroles. Astrid, superbe. Je n'ai pas besoin de voir les paroles. Le riff de départ, synthétique, électrisant. N'ayant jamais écouté Indochine, ni de musique synthétique et électrisante, je ne sais pas à quoi m'attendre. Ça y est, elle va ouvrir la bouche. Elle va chanter. Dans 4, 3, 2, 1... Merci beaucoup Clémentine Beauvais, Magali Lehuche pour cette lecture dessinée. On retrouve Les Petites Reines en roman et en bande dessinée aux éditions Sarbacane. Le live, c'est fini pour ce soir, mais la télé du salon continue avec Pas de deux et Kilidor et reprend demain à 17h avec Willy Le Richer. Quant à nous, on se retrouvera à 19h pour parler des pépites de cette édition 2023. À demain.